Un autre thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des étrangers dans une société donnée. Bon, j'en ai traité depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, de cette question des étrangers, et elle ne cesse de m'interpeller. Car l'étranger, ce n'est pas quelqu'un qui est une autre race nécessairement. Euh, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'est formé ailleurs dans une autre culture, dans ce que moi j'appelle une surconscience. C'est-à-dire, il est comme nous en apparence, mais sa nature profonde, sa subconscience, comme je l'appelle, elle est modulée par le fait euh, d'avoir vécu, d'avoir été formé dans une certaine culture, qui n'est pas la culture où il va se développer par la suite, où il va tenter de vivre et de cohabiter par la suite. Donc, on est là en face d'un phénomène qui fait que, bien qu'il ne soit pas visuellement, anatomiquement différent d'apparence, tout un ensemble de facteurs le distinguent néanmoins. Son habillement, par exemple, son accoutrement, sa coiffure, le fait qu'il porte la barbe, la moustache d'une manière ou d'une autre. Tout un ensemble de facteurs, et puis la langue, et puis l'accent surtout. La langue qu'il peut apprendre, mais l'accent qui va continuer à coller à la nouvelle langue, généralement. Et l'étranger, ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'une autre région de France, et qui arrive à Paris, ou l'inverse, et qui a son accent du midi, comme on dit, qui a euh, des mœurs, une morale, des comportements, des réactions qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon, tout ça, ça pèse, et ça va jouer dans sa présence sociale. Et alors, il y a des paradoxes dans ce domaine. Le paradoxe, c'est que euh, ce sont les plus marginaux qui vont plaider le plus fort pour l'unité de l'État. C'est assez paradoxal. Mais c'est un paradoxe tout à fait intéressant. Si je suis moi-même, et j'ai vécu à un moment donné en tant qu'étranger, si on peut dire, en Israël, bien qu'en Israël, les Juifs ne sont pas censés être des étrangers, mais ils le sont néanmoins, on est toujours enclin à privilégier, à surévaluer ce qui est commun à l'ensemble du territoire que l'État gère. Je dis bien l'État, car je rappelle ma théorie de l'État. L'État vise à faire cohabiter toute une diversité de sociétés, de nations, de populations, de religions. Donc il n'y a pas d'État-nation. Je rappelle qu'en Angleterre, les différents pays, il y a différentes nations qui constituent le Royaume-Uni, United Kingdom. Alors, donc finalement, euh, d'un côté, ces étrangers, généralement ces minorités, ces marginaux, peu importe, qui se sentent un petit peu à l'étroit ou qui se sentent un petit peu déboussolés ou isolés, vont survaloriser tout le poids de l'État, tout ce qui est le ciment collectif, géographique, linguistique, etc. Pour ne pas parler évidemment de la monnaie, etc. Et du droit. Mais en même temps, dans les faits, le naturel revenant au galop, ils seront néanmoins dans des pratiques tout à fait décalées, des pratiques centrifuges. Et donc ils insisteront d'autant plus sur la dimension indivisible de la France, de l'égalité entre tous les citoyens français, d'où qu'ils viennent, etc., que eux-mêmes se sentiront précisément fragilisés quant à la normalité de leur profil par rapport à la norme en vigueur, disons, chez ceux
qui incarnerait le plus purement, en quelque sorte, les valeurs, les profils de l'État en question, ou si l'on préfère, des communautés au sein de cet État qui sont les plus valorisées, à tort ou à raison. Et je terminerai par la question de l'humour, et même plus globalement du questionnement. J'ai vu, il y a quelques jours, au Forum des images, un film, je ne sais plus comment s'appelle ce film, sur la cohabitation entre une femme juive et une femme musulmane en fin de vie. Et à un moment donné, la femme musulmane parle à sa fille, qui travaille aussi chez cette femme juive, et elle lui dit « Mais quelle est la différence entre le kasher et le halal ?» Et la femme, sa mère répond « Je ne veux pas poser la question, parce que si je pose la question, ça veut dire que je ne le sais pas. » C'est très intéressant. Elle ne le sait pas. Donc on ne doit pas poser de questions parce que ça fait apparaître une ignorance. Ça, je considère que c'est un syndrome tout à fait remarquable de toutes les populations marquées par l'immigration. Parce que l'étranger, c'est quand même aussi quelque part un migrant. Mais c'est un migrant qui introduit une différence parce qu'il appartient à un autre espace, un autre État même, alors qu'il y a des différences au sein de l'État français, par exemple, entre catholiques et protestants, qui sont des différences à l'intérieur de l'État. C'est-à-dire qui n'ont pas la même incidence, en quelque sorte. Il y a une différence entre faire cohabiter des populations qui ont l'habitude de cohabiter ensemble, mais qui ont des différences, et faire cohabiter des populations migrantes. Et on a tendance à faire l'amalgame entre ces deux différences. C'est pas la même chose. Alors, je vais parler d'humour. Ben, c'est pas très commode de faire preuve d'humour. Pourquoi faut-il définir ce que c'est que l'humour? Quand on est dans une espèce de fébrilité en disant « il ne faut pas que je me fasse remarquer en posant des questions qui mettraient en évidence que je suis un étranger, que je ne sais pas certaines choses. » Or, comme l'humour, à mon avis, en tout cas un certain type d'humour si on préfère, consiste justement à faire semblant de ne pas savoir, à faire semblant qu'on n'a pas compris quelque chose. Comme on joue, c'est comme l'enfant qui fait semblant ou le papa qui fait semblant de se fâcher. On fait semblant, mais on sait très bien que ça n'est pas vrai. On gère la relation entre l'apparence, le jeu de l'apparence, et ce que l'on sait que la personne sait. On sait qu'elle sait. Le problème, c'est que dans certains cas, on ne sait pas qu'elle sait. On ne sait pas que ce qu'elle fait et qui est interdit, elle sait que c'est interdit. L'humour, ça consiste à faire des choses interdites en sachant que c'est interdit, et alors que les gens eux-mêmes savent que vous savez que c'est interdit. Donc c'est un peu compliqué pour des personnes qui sont en voie d'assimilation, en voie de se faire passer pour semblable, pour se fondre dans le paysage, de jouer avec le feu en quelque sorte. C'est-à-dire de faire semblant de ne pas avoir compris, de faire semblant de faire une faute, de faire semblant de faire une erreur, en sachant que tout le monde sait très bien que vous faites semblant. Ben, plus les gens sont douteux sur le plan de leur connaissance de certains sujets, moins ils peuvent se permettre de faire semblant. Par exemple, un grand physicien peut faire semblant de faire une énorme erreur que ne ferait pas un étudiant de première année de physique. Maintenant, quelqu'un qui a une culture scientifique un peu branlante peut plus difficilement se permettre ce luxe. Voyez-vous ? Donc, parce qu'il n'a pas la même réputation, parce qu'on ne peut pas imaginer, on pourrait imaginer qu'il ne saurait pas cela, alors qu'on ne peut pas l'imaginer chez quelqu'un. De même qu'un historien de la Renaissance peut faire semblant ou peut supposer un certain nombre de choses qui ne sont pas évidentes pour la culture
qu'on a en général de cette époque, il peut et on ne va pas lui dire « Mais monsieur, vous ignorez votre histoire ». Le chercheur, c'est aussi quelqu'un qui a un certain sens de l'humour et qui est capable de dire des choses qui ne sont pas reconnues généralement dans sa propre spécialité, parce que lui-même est suffisamment crédible dans sa spécialité pour avancer des représentations qui ne sont pas les représentations en vigueur. Voyez-vous, là on a vraiment deux extrêmes. Celui qui ne peut pas se permettre de dire des choses qui ne seraient pas reconnues généralement, et qui ne peut certainement pas se permettre de dire des choses un petit peu détonnantes, ou un petit peu extravagantes, ou qui pourraient remettre en question une certaine représentation des choses, et puis le chercheur qui, lui, se donne le droit parfaitement, précisément parce qu'il connaît suffisamment bien le sujet, pour dire que sur certains points, il n'épouse pas les positions en vigueur.